Chers auditeurs de Radio Théolis, bonjour et bienvenue dans notre émission de géopolitique Le Monde tel qu'il est, qui se consacre chaque semaine en soirée à tout enjeu géopolitique de par le monde, ce qui nous fait un espace de travail très large et c'est bienvenu comme cela. Aujourd'hui, contrairement aux 3 dernières éditions, la 30e à la 32e édition, car aujourd'hui nous sommes dans notre 33e édition du Monde tel qu'il est. Contrairement donc aux 3 dernières émissions, que j'ai consacrées à des problématiques africaines, aujourd'hui nous allons nous voyager, nous recentrer sur l'Europe et évoquer l'état des relations entre la France et l'Allemagne, alors que viennent de se dérouler il y a quelques jours, au moment où je vous parle, les élections allemandes qui ont eu pour conséquence un changement de chancelier et donc de politique. Et a priori, beaucoup d'observateurs, de spécialistes de géopolitique ou d'économie ou de politique, tout simplement, ont l'air de penser que ce nouveau chancelier allemand, M. Merz, pour ne pas le citer, Friedrich Merz, ma foi, est assez différent de son prédécesseur Olaf Scholz et devrait permettre un réchauffement des relations entre la France et l'Allemagne qui effectivement ont été très rafraîchies durant le mandat d'Olaf Scholz, qui succédait lui-même à Angela Merkel. Alors donc, si nous rentrons dans le vif du sujet, c'est bien le 23 février dernier que les élections législatives, qui étaient des élections anticipées en Allemagne, ont vu la victoire du Parti conservateur, le CDU-CSU, qui était donc mené, cette campagne, par Friedrich Merz, qui a obtenu 28,5% des suffrages, et ça lui permet de s'apprêter à devenir le prochain chancelier allemand. Ce changement de leader en Allemagne, il intervient dans un contexte géopolitique tendu, marqué notamment par le retour de Donald Trump à la présidence américaine. Tout le monde, je pense, en tout cas tous nos auditeurs qui sont tous des experts ou des passionnés de géopolitique, auront compris que l'Europe, qui jusqu'à maintenant, en termes géopolitiques, était protégée, on va dire, par les États-Unis depuis au moins la Deuxième Guerre mondiale. Les choses changent avec l'arrivée de Donald Trump. Pour l'instant, cette arrivée, elle date d'un mois et demi, même pas encore, et concrètement, il ne s'est pas passé énormément de choses qui vont dans ce sens. Par contre, on sait, car il adore les effets d'annonce, on le sait aussi, Donald Trump veut au moins monnayer la protection dont il fait bénéficier l'Europe. Et donc, en Europe, on s'inquiète de ce que Donald Trump est en train de fomenter avec Vladimir Poutine. On s'inquiète du peu de cas qu'il fait de l'Europe, puisqu'il n'a pas mêlé l'Europe à ses premiers éléments de négociation avec Poutine. Et donc, une fois qu'on a dit tout ça, il faut bien que l'Europe se prenne en main, de toute façon. Et l'Europe, c'est d'abord 2 poids lourds que sont la France et l'Allemagne, dès lors que la Grande-Bretagne, évidemment, est sortie de l'Union européenne. Et si l'Allemagne et la France ne s'entendent pas, ma foi, alors là, pour le coup, les chances de développement de l'Europe, en particulier dans son autonomie politique et géopolitique, elles sont faibles. C'est pour ça que les observateurs, ma foi, reconnaissent que l'arrivée de ce nouveau chancelier devrait améliorer un petit peu la situation. Donc il y a un peu d'espoir, tout simplement, pour le dire singulièrement. Alors pour commencer un petit peu cette émission, donc, on va évoquer tout d'abord ce qu'est le nouveau paysage politique allemand. Et à commencer par présenter un petit peu qui est M. Friedrich Merz. Il a 69 ans. C'est un juriste de formation et un homme politique relativement expérimenté. Il est en effet membre d'assez longue date de la CDU. Il a notamment siégé au Parlement européen et au Bundestag, qui est bien sûr l'Assemblée, le Parlement allemand. Il est considéré comme plus conservateur que Madame Angela Merkel, qui venait également de la CDU, du même parti. Et il est connu pour ses positions
ferme sur l'immigration et son attachement aux valeurs transatlantiques. Voilà, ça pose quand même bien qui est M. Merz. Concernant le résultat de l'élection législative, donc, eh bien, la CDU, donc son parti, n'a pas, il faut reconnaître, n'a pas obtenu une majorité écrasante, puisque, je l'ai dit tout à l'heure, avec 28,5% des voix, ma foi, elle obtient une majorité relative, mais elle devra former une coalition si elle veut, pour gouverner. Elle le veut, bien sûr, mais pour gouverner. Parallèlement, dans cette même élection, ma foi, il y a eu une chose beaucoup plus inquiétante encore, en tout cas c'est ce qu'on pense ici au monde tel qu'il est, dans notre émission, c'est la croissance, l'apparition forte du parti d'extrême droite, le AFD, qui est lui-même arrivé en deuxième position avec un score très fort, puisque 20,8% des électeurs allemands ont voté pour l'AFD, et ce qui illustre plusieurs choses, mais une fragmentation croissante du paysage politique allemand, et malheureusement qui illustre aussi une tendance forte dans les pays occidentaux, avec un retour de l'extrême droite, d'un certain nombre de positions véhiculées par cette extrême droite contre l'immigration, contre beaucoup de choses, pour un retour en arrière, etc. Alors que chacun, au monde tel qu'il est, aura ses avis là-dessus, puisque on n'est pas une émission politique et surtout pas une émission d'opinion, comme on l'a toujours dit. Néanmoins, géopolitiquement, en tout cas, ça s'analyse comme ça. Voilà, une fois qu'on a présenté la situation donc au sortir des urnes allemandes, où en sont les relations franco-allemandes, et évidemment, telle que je l'ai un petit peu posé tout à l'heure, rapidement, ma foi, elle est pleine de défis, cette relation. Tout d'abord, il faut commencer par reconstruire le tandem. Sous le mandat d'Olaf Scholz, comme je l'ai précisé tout à l'heure, les relations franco-allemandes ont connu beaucoup de tensions et surtout peu d'action. Le manque d'alchimie, d'empathie entre Scholz et Emmanuel Macron, le président français, a été souvent pointé du doigt. Et certaines décisions unilatérales allemandes ont froissé Paris. Ma foi, on peut parler d'un certain nombre de choix commerciaux qui ont été faits, qui n'ont pas favorisé Paris. Et voilà, il y a eu d'autres décisions qui ont fait que les relations franco-allemandes se sont distendues pendant la période Scholz. Par ailleurs, les divergences franco-allemandes, il y en a eu aussi sur la politique économique et énergétique, qui effectivement sépare fortement les Allemands des Français, et qui reste un défi majeur. Ceci étant dit, M. Merz semble assez ouvert à certaines concessions, notamment sur la question de l'endettement commun européen et la recherche nucléaire. Clairement, ce sont deux aspects qui opposent la France et l'Allemagne sur l'énergie. Ma foi, la France a fait le choix du nucléaire, qui s'avère un choix fructueux, lorsque, en particulier, ma foi, les énergies fossiles sont aussi coûteuses du fait de la guerre russo-ukrainienne, et puis aussi la problématique de la dette financière qui pèse fortement sur la France, et pour laquelle l'Allemagne, qui elle a eu une gestion beaucoup plus sage, ma foi, était assez critique envers la France et n'aidait pas la France à sortir de sa situation. Voilà. C'était un petit peu ça, les deux antagonismes majeurs, on va dire, les deux divergences majeures franco-allemandes, et qui n'ont pas avancé pendant la période Scholz. Et puis, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, le retour de Donald Trump et tout ce qu'il a pu dire autour de l'Europe, et au moment où je vous parle, il vient juste d'annoncer la mise en place futur de droits de douane de 25% contre l'Europe, alors que quelques jours plus tôt, il a reçu en toute amitié son homologue Emmanuel Macron, au moins pour gérer le service après-vente autour de la guerre russo-ukrainienne et autour des négociations qui sont en cours entre les États-Unis et la Russie.
Et donc ce retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, il représente évidemment un défi majeur pour les Français, pour les Allemands. Et qui les oblige au fond à s'entendre pour, ma foi, essayer d'atténuer toutes les conséquences néfastes de ce que veut faire Trump, en tout cas en termes de désengagement de sa protection de l'Europe. Et ça oblige donc la France et l'Allemagne à trouver une position commune face à la politique étrangère et commerciale américaine, qui est donc très agressive. Et donc il faudra la traiter comme telle et trouver les bonnes réponses également. Mais elles seront d'autant meilleures, ces réponses à Trump, qu'elles seront, comment dirais-je, discutées et que les Allemands et les Français feront front commun. En troisième partie de mon laïus, il faut évoquer bien sûr les perspectives d'avenir de cette relation franco-allemande. Est-ce qu'on va avoir un renouveau franco-allemand? Ma foi, on a tendance à le penser, comme je l'ai dit depuis le début de cette émission, puisque Friedrich Merz a appelé, je le cite, à un renouvellement et un approfondissement des relations avec la France. Donc tout le monde a vu ça comme un signe positif. Sa réputation, d'ailleurs, de Friedrich Merz comme un francophile et son héritage politique devraient, selon les observateurs, favoriser quand même un rapprochement entre nos deux pays. Du côté français, ma foi, on espère que l'arrivée de Merz, on le voit comme quelque chose de positif, hein, je le répète, permettra de relancer donc le moteur franco-allemand, comme on a l'habitude de dire, qui est, comme on l'a aussi mentionné, crucial pour l'avenir de l'Union européenne et de tous les peuples européens. Ceci étant dit, une fois qu'on a été positif et optimiste, il reste la réalité, que les défis restent nombreux, que les différences entre les deux pays, ma foi, on l'a évoqué sur l'énergie par exemple, ou sur la dette financière, les défis sont importants et complexes, et de surcroît dans un contexte de montée des extrêmes, on l'a évoqué, et de crise internationale, et je dirais globalement d'économie plutôt flat, par ailleurs, pour les pays occidentaux. Bon, il y a quand même de l'espoir, puisque M. Merz a exprimé sa volonté de former rapidement un gouvernement pour que l'Allemagne soit forte et présente en Europe. Il veut, alors que c'est plutôt la tradition allemande de traîner un petit peu, de prendre son temps en tout cas pour former un gouvernement. Là aussi, on l'a dit tout à l'heure, il doit faire affaire avec d'autres partis, car il n'a pas de majorité absolue au Parlement, au Bundestag. Donc ça va lui prendre un petit peu de temps, mais il montre de la détermination, et il va en falloir, et de la volonté, il va en falloir aussi. Et donc cette prise de conscience de l'urgence, elle reflète aussi l'importance des enjeux actuels européens dans ce contexte international instable. Monsieur Trump, lui, ne va pas attendre, au contraire, que tout le monde s'installe tranquillement pour mener sa politique et mettre surtout la pression sur l'Europe. Bref, tout ça concourt à dire que l'arrivée de Friedrich Merz à la chancellerie allemande ouvre quand même un nouveau chapitre dans les relations franco-allemandes, et ça fait pas de mal, y compris dans notre émission, lorsqu'on traite d'un problème géopolitique. Ça reste un problème, mais si on arrive à avoir des visions optimistes, c'est pas si fréquent, et donc c'est plutôt agréable. Et donc, si les défis sont nombreux, tant sur le plan bilatéral qu'européen et international, il existe donc des opportunités d'aller mieux, de connaître un renouveau. Voilà pour le tableau un petit peu brossé au sortir de cette élection et les espoirs qu'elle suscite. Maintenant, on peut, pour terminer notre émission, se pencher sur les défis économiques auxquels font face la France et l'Allemagne, et qui nécessitent une coopération étroite. Et donc comment, au fond, concrètement, on peut donner suite et avoir de l'espoir sur un certain nombre de sujets économiques dès lors que Paris et Berlin reprennent langue. Première partie, ce sont tout ce qui concerne l'investissement et l'innovation. Il est clair que ces deux pays doivent accroître leurs investissements
dans un certain nombre de domaines clés et dans l'objectif de rester compétitifs eux-mêmes. Le premier, c'est l'enseignement supérieur. Il faut que ces deux pays augmentent fortement la proportion de jeunes qui poursuivent des études supérieures et les dépenses par étudiant pour rattraper le retard par rapport aux États-Unis. Clairement, c'est conséquence des crises économiques. Ces deux pays se sont affaiblis en matière d'enseignement. Même chose pour la recherche et le développement. Il faut que, là aussi, ma foi, on n'ait pas de crainte et d'augmenter l'objectif de 3% du PIB qui avait été fixé à Lisbonne pour les dépenses de R&D. Et c'est la seule façon de stimuler les exportations de haute technologie. Là aussi, on l'a vu sur les débats sur l'intelligence artificielle, il est absolument nécessaire que l'Europe soit beaucoup plus active en créativité plutôt qu'en créativité de normes. Et donc, plus globalement, sur les nouvelles technologies, il faut que ces deux pays accélèrent la numérisation et le développement des technologies vertes, par ailleurs, notamment le secteur automobile avec l'immobilité, au risque d'être complètement, de disparaître de cette industrie, par exemple. Deuxième secteur dans lequel il faut que l'Allemagne et la France fassent ensemble des actions, afin d'avoir moins de dépendance d'autres pays, des États-Unis en particulier, ou de la Russie. Ça concerne la transition énergétique, évidemment, et c'est clairement le sujet qu'on a déjà évoqué tout à l'heure, d'ailleurs. Et donc, il est indispensable que ces deux pays développent les énergies renouvelables beaucoup plus pour réduire les coûts énergétiques, qu'ils sécurisent les approvisionnements énergétiques, particulièrement cruciaux. Et c'est crucial donc pour l'Allemagne qui importe 61% de son énergie. On l'a dit, il n'a pas d'énergie nucléaire, donc on est complètement ils sont complètement dépendants des fournisseurs d'énergie, de gaz et d'électricité. Enfin, il faut gérer la dimension géopolitique des approvisionnements énergétiques qui ont été mis en évidence avec la crise en Russie. Troisième thème à avoir en tête, c'est l'adaptation au vieillissement démographique. Dans les deux cas, français et allemand, on est confronté à un vieillissement de la population, ce qui implique de retarder l'âge moyen de sortie du marché du travail, en particulier en France, puisqu'on en est encore en France à discuter de la réforme des retraites, de ne pas accepter la dernière réforme qui a repoussé un petit peu l'âge moyen de sortie à la retraite. En Allemagne, si on regarde rapidement, on se dit que l'âge de sortie du marché du travail est supérieur à celui de la France, mais dans la réalité, c'est plus compliqué et c'est assez comparable à la France, en fait. Donc dans les deux pays, il y a clairement des choses à revoir dans ce domaine. Il faut contenir les dépenses de pension pour préserver l'équilibre des comptes sociaux, c'est très valable pour la France, et pour l'Allemagne aussi, et maintenir la croissance potentielle malgré la réduction de la part de la population active. C'est un sujet très important, en particulier dans les deux pays, mais c'est vrai qu'en Allemagne, la démographie est encore plus négative qu'en France. Autre aspect, finalement, c'est l'assainissement des finances publiques. Les deux pays doivent assainir leurs finances publiques. En réduisant la dette publique qui dépasse largement l'objectif de 60% du PIB dans les deux pays, même si la France est très largement devant, l'Allemagne, et améliorer l'utilisation de la politique budgétaire pour qu'elle joue pleinement son rôle contracyclique. Là aussi, il y a beaucoup de progrès à faire. D'ailleurs, il me reste encore deux aspects. Le premier, c'est la compétitivité et la croissance. Les deux pays ont besoin de dynamiser leur économie, d'améliorer l'industrialisation, qui est vieillissante en Allemagne et très largement suffisante en France. Ils doivent retrouver chacun une croissance de la productivité beaucoup plus rapide. Ils doivent adapter leurs modèles économiques face à la mondialisation et aux chaînes de valeur mondiales. Ils doivent également renforcer la compétitivité de l'industrie européenne face à la concurrence internationale. Enfin, dernier défi franco-allemand, surmonter leurs divergences pour renforcer la coopération économique européenne. Ce n'est pas les seuls pays européens non plus.
Ils doivent trouver des terrains d'entente sur les questions budgétaires et d'investissement au niveau européen. Ils doivent œuvrer ensemble pour réduire la fragmentation du marché européen et atteindre des économies d'échelle beaucoup plus importantes en Europe, comme peuvent le faire les autres grandes puissances que sont les États-Unis, la Chine, voire la Russie. Et puis, ils ne doivent pas s'empêcher de partager leurs expériences et leurs réflexions pour relever des défis communs de manière beaucoup plus efficace. En résumé de cette petite partie un petit peu plus précise, la France et l'Allemagne peuvent non seulement renforcer leurs propres économies, mais aussi contribuer à la compétitivité et à la résilience de l'économie européenne dans son ensemble. Et c'est bien ce qu'on attend de messieurs Macron et de M. Merz depuis qu'il est arrivé. Comme quoi, on peut avoir parfois des discours et des sujets qui restent enclins à l'optimisme, même en géopolitique. Et c'est pour ça que je voulais consacrer cette émission, cette 33e émission du Monde tel qu'il est, à cette partie positive, à une partie positive. On ne va rien lâcher en France et en Allemagne. On a une situation sur laquelle il est mieux d'être actif que d'être passif et se mettre en défense face à M. Trump qui ne va pas du tout nous faire un quelconque cadeau. Il ne faut pas s'attendre à ça. Il faut être droit dans ses bottes. Le marché européen est un très gros marché pour toutes les autres grandes puissances dont ils ne peuvent pas se passer. Et personne n'aurait intérêt à ce que l'Europe soit un terrain de guerre, de désolation économique ou sociale. C'est sûr que ça ne servirait les plans de personne. Donc, il y a de l'espoir et c'est le message que nous voulions passer aujourd'hui. Voilà pour cette 33e édition qui arrive à sa fin. Je vous souhaite une excellente semaine à l'écoute de Radio Théoris et dans vos diverses activités. Et j'espère avoir le plaisir de vous retrouver dès la semaine prochaine. Nous trouverons certainement un autre sujet géopolitique, ici ou ailleurs, et partout certainement. Voilà, bonne soirée à tous, à bientôt, au revoir.